Bonjour à tous, comment allez-vous? Il est déjà 13h09 cet après-midi, le 20 avril. Passons aux informations sur ce qui se passe dans le monde. Quelles sont les réactions de Sanad Takaichi face au séisme de magnitude 7,4? Que se passe-t-il dans le monde? Que se passe-t-il en Iran? Évidemment, nous allons aussi parler de cette pluie, une pluie noire qui apparaît cette fois-ci. Ce n'est pas en Iran, ce n'est pas au Moyen-Orient, c'est une pluie noire qui est apparue dans une région près de la mer Noire, à Tuapse. Nous allons parler de ce sujet. Nous aborderons de nombreux sujets importants sur l'actualité internationale. Que s'est-il passé avec ce navire iranien saisi par les marines américains? Quel lien a-t-il avec la Chine? D'autres sujets tout aussi importants sur l'actualité mondiale. N'hésitez pas à liker et partager. Attention, des dysfonctionnements touchent des réseaux comme Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Donc pour cette raison, donnez-nous un coup de main avec ce like en partageant, parce que les vidéos n'atteignent pratiquement personne. En fait, elles n'ont pas été partagées. Comment êtes-vous arrivé ici? Dites-nous comment vous avez accédé au direct, comment vous vous êtes rendu compte que nous étions en direct. Merci de nous le dire en commentaire, c'est essentiel pour comprendre l'origine du problème. Passons aux détails, en commençant par cette image de Sanae Takaichi. Écoutons ce qui suit. À toutes les personnes dans les régions où une alerte au tsunami a été émise, évacuez immédiatement vers des terrains élevés, des bâtiments d'évacuation ou d'autres endroits sûrs et en hauteur. C'était le moment où l'alerte au tsunami a été donnée. Évidemment, celle-ci a déjà été annulée, nous l'avons déjà mentionné. On remarque également la pluie noire qui est tombée dans cette zone. Regardez ces petites gouttes noires-là, ces points noirs, ils ne font pas partie de la texture de cette chaise, mais c'est la pluie qui tombe à différents endroits en Russie. À Tuapse, une pluie noire a été signalée. Cela fait suite à une série d'attaques contre des zones pétrolières menées par l'Ukraine. En effet, là où il y a des attaques contre des raffineries, des installations pétrolières, etc., il y a souvent ce type d'incendie qui provoquent ensuite des pluies de noir. Après l'incendie, les habitants ont signalé une étrange pluie noire, un résidu sombre qui a commencé à recouvrir les voitures, les bâtiments et les routes, suscitant immédiatement l'inquiétude. Voyons dans quelle partie du monde se trouve cette région de Tuapse. Pendant que nous donnons les détails de ce qui s'est passé dans cette région du monde. Nous y sommes, évidemment, toujours au Moyen-Orient. Allons dans la région de Tuapse. C'est dans cette région, face à la mer Noire, comme vous voyez. C'est dans cette zone. Voilà Tuapse. Éloignons-nous un peu pour voir exactement à quelle hauteur c'est. Regarde, ici c'est la Crimée. Oui, de ce côté. Ici c'est l'Ukraine. Tout ceci, c'est la Russie. Toute cette partie. C'est la partie qui relie la Russie à la zone envahie de Crimée. Ici, c'est ce fameux pont qu'on a essayé de détruire jusqu'à présent. Il n'a pas pu. Ce pont, c'est celui qui alimente la Crimée en armes. Eh bien, cette zone de Tuapse, qui a été constamment attaquée, c'est celle qui fournit du pétrole aux troupes qui sont en Crimée. D'ailleurs, raffineries, etc. Ce matériau, ils assurent qu'il proviendrait de la combustion du pétrole et soulèvent des doutes quant à sa possible toxicité et à ses effets potentiels sur la santé. Les autorités russes assurent que, malgré l'incendie, la qualité de l'air reste dans des seuils sûrs, essayant évidemment de contenir la peur. Cependant, la perception des citoyens est différente. De nombreux habitants ont décidé d'évacuer la zone tant que ce problème de pluie noire persiste. En effet, le carburant a été essentiellement au centre de la guerre ces dernières années. Cela fait déjà quelques années que la Russie est de plus en plus visée pour son carburant, n'est-ce pas? Et évidemment, la Russie essaie aussi d'impacter les ressources énergétiques de l'Ukraine. Nous avons déjà vu ce qui se passe au Moyen-Orient, où les ressources énergétiques sont aussi attaquées. Autant celles de l'Iran que celles du Koweït, de Bahreïn, du Qatar, des Émirats arabes unis. L'Arabie saoudite, et même Oman lui-même, a été touchée. Bonjour, comment vas-tu? José Mendes, Dieguito, comment vas-tu? Bonjour à toi aussi. J'ai activé les notifications WhatsApp et YouTube pour être informé 20 minutes avant. Super. Regarde, faites comme MT, parce que c'est comme ça que l'information arrive plus vite, non? Je veux dire, avec la notification de Telegram et de WhatsApp, n'est-ce pas? Donc, ça leur arrive automatiquement, non? Les notifications n'arrivent pas, n'est-ce pas? Regardez combien nous sommes en direct. J'ai regardé les lives d'autres youtubeurs pour voir si cela leur arrivait aussi.
Et oui, par rapport à la portée habituelle, il y a 2 ou 3 fois moins de personnes qui reçoivent les notifications que d'habitude, n'est-ce pas? Donc je vous demande de nous donner un coup de main, d'en parler à ceux que vous connaissez, à ceux qui sont évidemment intéressés par le rapport, par l'information, eh bien aidez-nous avec ça. Regardez, un autre sujet qui attire aussi l'attention, c'est le manque de transparence de la part des autorités russes, qui n'ont pas l'habitude, c'est-à-dire juste pour dire que tout était calme, que tout va bien, et ensuite les gens ont aussi besoin d'informations sur la réalité, sur ce qui se passe vraiment. C'est la plainte actuelle concernant Tuapse et la pluie noire tombée sur cette zone, n'est-ce pas? Eh bien, une autre des images qui surprend aujourd'hui, c'est cette image montre comment le séisme a été vécu dans différentes maisons. Eh bien, dans cette maison, c'en est une autre, c'est le moment exact où tout l'appartement de cette personne bouge. Le moment exact où le séisme de magnitude 7,4 se faisait sentir dans cette région éloignée, disent-ils, du séisme. Mais malgré tout, le mouvement a été ressenti là-bas au Japon, dans le nord. C'est d'ailleurs dans cette partie du Japon que le séisme s'est produit. Nous avons déjà fait un direct sur le sujet, mais bon, heureusement, il ne semble pas y avoir eu de conséquences graves apparemment, même s'ils sont encore en train d'analyser les éventuels dommages au bâtiment. Un autre sujet qui attire l'attention, c'est l'image suivante. Écoutez ce qui suit. Mes chers amis, bonjour. Donc la vidéo est en haut. Les foutus Ukrainiens volent déjà à une distance de 2000 km entre le pilote et l'opérateur. C'est à devenir fou, les filles se plinent. Comme on dit, certains couchent avec des femmes et ici, il n'y a même pas de quoi se chausser, putain. C'est de la pure folie, les gars. C'est ça, putain, cette guerre nous dépasse. C'est de la pure folie. On essaie comme des tortues, mais on se fait dépasser, putain, par un guépard. C'est ça, putain, c'est dingue, les gars. Et quels sont nos problèmes ici? Putain, Bonja, merde, Bonja a menti, vous l'avez entendu, putain. Même Peskov, bordel, s'est mis à parler, putain de merde. Ce n'est qu'une putain de clique. Et là, ils l'ont réprimandé. Tout le monde l'a critiqué, putain, ce Solovyov, Milonov, merde, c'est de la pure folie. Ceci fait partie de ce que dit le blogueur russe Yevgeny Goldman, qui, a été très critique. Comme l'Ukraine a réussi à pénétrer jusqu'en Russie, et que la Russie, elle, n'a pas pu se défendre. En gros, il n'y a pas de défense, il y a une capacité offensive du côté de la Russie, mais il n'y a pas la capacité de défendre un territoire aussi vaste que celui de la Russie. Ce blogueur qui, lançait toutes sortes de grossièretés parce qu'il était très en colère, n'est pas le premier. De nombreux blogueurs avertissent que la Russie n'a pas de capacité défensive, et cela, a généré des commentaires constants comme celui de cet individu. Passons à d'autres réactions dans le monde. Pendant ce temps, le porte-parole, le même porte-parole, le porte-parole iranien des Affaires étrangères, dit ce qui suit. Écoutez cette affaire. Monsieur Vance est rendu au Pakistan. Je voudrais demander si nous arrivons à la conclusion qu'il faut reprendre les négociations et que l'on souhaite parvenir à un éventuel accord. Cela arrivera. Étant donné le comportement déséquilibré de la musique américaine et les politiques de Donald Trump, peut-on faire confiance à ce tawaf? Devrait-on faire confiance à la signature américaine qui y figure? Il a fait confiance. Il est naturel pour nous de ne pas avoir confiance dans les négociations avec les États-Unis. Il n'existe aucune confiance entre l'Iran et les États-Unis en raison des longues et constantes transgressions qu'ils ont commises. Nous prenons des décisions en fonction de nos intérêts et de nos préoccupations. Et la même chose doit s'appliquer à toute entente ou accord possible. Nous devons agir de manière à ce que nos propres garanties et capacités soient celles qui assurent la mise en œuvre de cette entente. En ce qui concerne la vie aux États-Unis, ils ont voyagé ou ont dit vouloir voyager. C'est leur affaire. Mais comme je l'ai déjà mentionné, pour une raison très claire, c'est vraiment un signe. Les États-Unis ne montrent aucun sérieux. Au contraire, il y a de nombreux signes répétés qu'il n'y a aucun sérieux du côté des États-Unis. Pour avancer dans la diplomatie dans son sens réel et conventionnel, et non pas la diplomatie au sens de donner des ordres, Cela fait partie de la réaction du porte-parole des Affaires étrangères.
le porte-parole. Il n'y a pas de confiance. Ce n'est pas ce qu'ils disent. On ne croit pas que les choses puissent se régler par la diplomatie. Évidemment, car si c'était logique, il y a eu beaucoup de trahison par rapport à ce qui a été convenu. On ne se met pas d'accord sur une chose et, l'accord est rompu, et ainsi de suite constamment. Eux aussi d'ailleurs. Alors, je pense que la méfiance vient des deux côtés, il me semble, et qu'on est encore loin de parvenir à un quelconque accord. En attendant, les réseaux ont globalement rencontré des difficultés et des défaillances. Nous voyons ici sur Down Detector, sur Google par exemple, une panne. Banco Buenos Aires, une série de pannes. Il y a un instant, Banco Azteca, Call of Duty. Si on regarde un peu plus loin, TikTok, Santander, le SAT tombe souvent en panne là-bas aussi. Gemini, pas l'intelligence artificielle de Gemini, Instagram. En matière de technologie, il y a toujours les plateformes. Elles ne s'ouvrent pas là. Facebook, toutes celles de téléphonie ont toujours des problèmes là-bas. Mais bon, disons que parmi les plateformes, il y a aussi Microsoft Outlook, YouTube aussi. Il y a aussi Messenger. Il est là aussi. Bon, toutes les compagnies, j'insiste, WhatsApp aussi, Twitter lui-même, qui a aussi une grosse panne en ce moment. Cela fait partie de ce que nous avons vécu. C'est pourquoi je vous dis qu'il s'est passé quelque chose d'étrange. Non. Il y a toujours le schéma que lorsqu'il y a des tempêtes solaires, il y a généralement ce type de problème, même si ensuite ils ne disent jamais pourquoi ou quelle a été la raison de la situation. Cette fois-ci, ça recommence. Un autre sujet attire aussi l'attention. C'était montré là-bas par Global News ou Globo News. En fait, ils montraient cette image. Voilà ce que c'est ici, nous voyons cela à Rio de Janeiro, une opération qu'ils menèrent dans une favela et c'est aussi une zone touristique en même temps. Alors, soudainement, les touristes se sont retrouvés au milieu d'une opération contre, apparemment, le narcotrafic, et cette opération dans la communauté de Vidagal a laissé les touristes piégés au sommet du Morro 12 et Maros. La police civile mène des recherches pour arrêter les chefs du commando Vermelho, appelé le Commando Rouge. C'est un groupe. C'est comme un genre de gang, quelque chose comme ça, une mafia, un gang, et donc les touristes sont restés coincés. Il y avait environ 200 touristes qui étaient dans la haute au sommet et qui ne pouvaient pas partir. Évidemment, ils ne pouvaient pas descendre. Il y avait des coups de feu, etc. Le sentier vers ce célèbre site du fleuve part du sommet de Vidagal, où les touristes venus admirer le lever du soleil ne pouvaient plus redescendre. N'est-ce pas ? J'imagine qu'à ce stade, ils ont déjà dû être aidés à descendre de la colline. Je suppose, n'est-ce pas ? Il faudra attendre un peu plus tard pour voir s'il y a une confirmation à ce sujet. D'ailleurs, un autre sujet dans ces images a attiré l'attention. Ce que je vous disais tout à l'heure à propos de Tuapse et de la pluie noire, c'est-à-dire, c'est l'attaque qui a eu lieu auparavant, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, il s'agit d'une attaque menée par la défense ukrainienne, qui a visé une série de zones où par la suite des incendies se sont déclarés. Les autorités russes ont informé que les incendies à Tuapse avaient déjà été éteints, soi-disant, mais bon, c'est aussi ce qui, en théorie, aurait provoqué cette pluie noire. Tout cet incendie, en théorie, j'insiste, parce que c'est un sujet qui n'est pas encore très clair. C'est-à-dire, il faut aussi attendre plus d'informations, notamment sur les rapports récents. L'Irak aurait une réunion. Urgente avec les Iraniens, cela attire aussi l'attention. Il se passe quelque chose entre les Iraniens et les Irakiens eux-mêmes, n'est-ce pas ? Il faut rappeler qu'il existe là-bas des groupes irakiens liés aux chiites et d'autres qui leur sont opposés et les considèrent comme des ennemis, n'est-ce pas ? C'est aussi positif, cela fait partie des événements. Nous allons entrer dans les détails de cette affaire et pendant que les gens arrivent, laissez-moi votre commentaire pour me dire d'où vous nous regardez, si le son est bon. Au fait, avec tous ces problèmes que rencontrent les réseaux en ce moment, dites-nous si le son et l'image sont bons, d'accord ? Tout à l'heure, on nous disait que la vidéo s'arrêtait un peu, par moment. Notre connexion Internet fonctionne parfaitement, donc si ça s'arrête, ce n'est pas de notre côté. Cela vient peut-être de la plateforme ou d'autres choses, il faut attendre des précisions. Mais regardez, Mohamed Shia al-Soudani est toujours en lice pour devenir Premier ministre de l'Irak, et au final, ils font leur manœuvre politique interne. Tout ce conflit se déroule au sein même du bloc politique qu'il dirige. Il doit être choisi comme candidat et il y a plusieurs objections à sa personne. Ces résistances ne sont pas nouvelles.
Plusieurs acteurs du cadre politique irakien remettent en question le leadership de cette personne parce qu'il est très proche des Iraniens. Selon des sources proches d'Al-Soudani, il a laissé entendre que ce contrôle pourrait être utilisé par l'ancienne classe politique. Selon eux, cela garantirait l'ordre et l'équilibre dans un environnement dominé par des groupes armés. Autrement dit, il est possible que des groupes armés commencent à vouloir contrôler d'autres régions et qu'il soit, pour ainsi dire, celui qui les administre, mais cela lui donnerait aussi encore plus de pouvoir. La question est de savoir qui sera ou quels seront les candidats au poste de prochain Premier ministre en Irak. C'est pourquoi il est sans frappant que les Irakiens et les Iraniens se réunissent. Il se passe quelque chose d'étrange là-bas. Allons dans le détail de ce que l'on sait, mais cela attire évidemment aussi beaucoup l'attention. Le chef des forces QUT de la garde révolutionnaire, c'est ce qu'il y a de plus regrettable, car au final, ce n'est pas la politique qui rencontre les Irakiens, c'est l'aile militaire la plus extrême. Nous parlons de cet individu. Voyons si je le vois à l'écran. Le chef des forces QUT, qui sont les forces spéciales iraniennes, réunies avec les Irakiens. C'est ça le plus terrible. Lors d'une réunion apparemment d'urgence. Le chef de la force Al-Quds du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, Ismaël Qaïni, a visité Bagdad et a eu des entretiens avec plusieurs dirigeants politiques et de milices. Attention, des milices pro-iraniennes en Irak. Des milices qui par le passé ont déjà attaqué des troupes américaines. On voit donc clairement ici comment les Iraniens déplacent les pièces de l'échiquier pour influencer encore davantage l'Irak. En ce moment, dans le chaos et tout ce que tu veux, ils en profitent. Si on regarde la carte, eh bien, il faut se rappeler que l'Iran et l'Irak partagent une frontière immense. Toute cette frontière est sans partager et il faut aussi se rappeler que l'Irak a une position maritime très fragile. Ils n'ont qu'un tout petit bout qui donne sur la mer. Vers le golfe Persique, juste ce petit bout, donc il y a plusieurs faiblesses que l'Irak a, ce qui fait que, eh bien, ils sont infiltrés en gros, non ? Il faut se rappeler qu'il y a des groupes chiites en Irak armés par l'Iran. Et encore plus aujourd'hui, car ils sont contrôlés par les mêmes hommes de la garde révolutionnaire. Qaïni, dont la force Al-Quds est le principal soutien. Attention, c'est le principal soutien. Le soutien des milices chiites pro-iraniennes ici. Autrement dit, il arrive là-bas. En gros, c'est lui qui contrôle ces milices comme ceux qui, j'insiste, ont attaqué le Koweït, ont attaqué Israël, ont attaqué les troupes américaines, sont intervenus en Syrie. Bref, ils font ce qu'ils veulent. C'est, disons, un autre pouvoir à l'intérieur de l'Irak, et maintenant, il rend visite comme si de rien n'était à l'élite politique irakienne, n'est-ce pas ? Un sujet très important. Le département du Trésor des États-Unis a récemment lancé des séries de sanctions et offert des récompenses contre les milices chiites soutenues par l'Iran en Irak. Depuis lors, les États-Unis cherchent à contrôler ou éliminer ces milices, sans succès jusqu'à présent. C'est bien car il a réussi à se maintenir, disons, pas dans cette région. Et évidemment, c'est un sujet problématique et dangereux pour l'avenir du milieu. Que les Iraniens continuent de contrôler les fameuses milices, comme ils les appellent, les milices par procuration. Enfin, pas eux, mais en général, on les appelle comme ça, non ? Les guerres par procuration que mènent les Iraniens en Irak, en Syrie, avec Hezbollah, au Liban avec Hezbollah, avec le Hamas, à Gaza, etc., etc. Ne généralisez pas, c'est que les Iraniens sont très présents, ils sont extrêmement étendus dans cette région. Bien. Alors passons à d'autres sujets également importants. Il y a un tournant important de la part des Allemands. Regardez, ils présentent ce type de robot. C'est un robot de guerre, une sorte de petit char, oui, capable de s'engager dans des conflits en première ligne sans mettre en danger la vie des soldats humains. Voilà Zelensky présentant ses robots ukrainiens, mais l'industrie allemande prend désormais un tournant stratégique important. L'Allemagne et son industrie prennent un tournant stratégique qui sera crucial pour l'avenir de l'Europe, en fabriquant des armes de haute technologie avec l'Ukraine et en s'appuyant sur l'expérience ukrainienne.
Au milieu de la crise de son modèle économique traditionnel, l'Allemagne a entamé une transition radicale. Après des décennies de leadership dans la fabrication automobile, ce pays est désormais en train de devenir la colonne vertébrale de l'industrie de la défense en Europe, une transformation qui est poussée par là. Même car la paralysie que connaît actuellement l'industrie. Il faut rappeler que la concurrence venue d'Asie, du Japon, de la Corée et même de la Chine s'est également intensifiée. Berlin, l'industrie automobile allemande, est actuellement un peu fragile. Nous allons donc la réorienter en partie vers l'industrie, la robotique, etc. D'après The Wall Street Journal, l'ampleur de ce virage, de ce changement de direction. L'escalade du financement public, dans laquelle environ 1000 milliards d'euros seront alloués à ce projet. Rien que du gouvernement, sans compter l'importante somme que l'industrie y investira. Il facilite en fait, le gouvernement lui-même donne des avantages à cette industrie pour qu'elle s'accélère, pour que le secteur de l'armement de haute technologie se développe. Cela fait aussi partie des mesures pour enrayer le déclin du modèle industriel allemand qui est en chute libre, qui va mal de ce point de vue. Cela a déjà entraîné la perte de 15 000 emplois. Tous les problèmes qu'ils ont actuellement dans la fabrication automobile, et tout cela ne se passe pas bien pour eux. Actuellement, le secteur des services génère 70% du produit économique. Ce n'est donc plus l'industrie comme ça l'a toujours été. Actuellement, la plupart des revenus viennent de là. La principale source de revenus de l'Allemagne est le secteur des services, et non la fabrication automobile, qui est pourtant une caractéristique de l'Allemagne. Un autre point également important. Regardez ça. Selon ce qui est rapporté en Espagne, il participerait à un possible plan de distribution de carburant pour avions à l'Union européenne. L'Espagne, qui possède du pétrole, qui dispose de suffisamment de réserves de gaz, ou plutôt de carburant pour avions, affirme qu'elle va soutenir d'autres pays de l'Union européenne. La guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran et la riposte de Téhéran ont déclenché une crise d'approvisionnement pour les compagnies aériennes européennes. Et ils ont donc demandé aux pays qui en ont en surplus d'en distribuer un peu à d'autres pays. Il n'y a pas de pénurie de carburant pour avions. Il est indiqué qu'une plateforme d'achat conjoint contribuerait à accroître le pouvoir d'achat et permettrait aux pays d'obtenir des prix plus abordables. C'est une option qui est actuellement à l'étude par la même Commission européenne. Les raffineries espagnoles ont déjà augmenté leur production de 60% par rapport aux niveaux habituels. Ou c'est déjà fait. Donc, avec l'accélération de la production par les Espagnols, cela va apporter des ressources à l'Espagne et aussi soulager un peu le problème en Europe. Un sujet évidemment très intéressant aussi. Un autre sujet qui attire également l'attention est que, le régime iranien pose des conditions pour parvenir à un accord. Pendant ce temps, les États-Unis ont déjà envoyé J.D. Vance au Pakistan, à Islamabad. Le régime iranien impose de plus en plus de conditions à tout cela. Pour l'instant, une autre des conditions qu'ils posent est que, pour négocier, ils insistent à nouveau, car ils l'avaient déjà mentionné hier. Mais bon, ils le refont cette fois-ci par l'intermédiaire du vice-président. Le premier vice-président, qui s'appelle Mohamed Reza Aref, a déclaré qu'ils doivent lever le blocus que les États-Unis maintiennent dans le détroit. Il faut rappeler qu'en ce moment, le détroit est bloqué par des destroyers qui opèrent dans la zone. Plusieurs navires ont déjà été arrêtés. Ils les ont fait revenir, non ? Donc, ce que disent les Iraniens, ce que dit le régime des ayatollahs aujourd'hui, lundi, c'est que cela doit être maintenu. En dehors de toutes ces restrictions. Allez, que les États-Unis ouvrent le détroit pour eux aussi. Pouvoir négocier, c'est ça l'essentiel, non ? C'est ce qu'ils disent. Ils affirment que la sécurité de ce passage stratégique a un coût et relaient la stabilité du marché énergétique à la fin de la pression sur Téhéran. L'idée que cela va être facturé, autrement dit, ils vont faire payer la sécurité, d'après eux.
En gros, ils reviennent à l'idée qu'ils veulent faire payer le passage du détroit d'Ormuz, n'est-ce pas? C'est un sujet qui a aussi beaucoup dérangé tout le monde, surtout les pays qui ne sont même pas en guerre et à qui on veut déjà faire payer toute cette situation. Nous voyons aussi encore un autre incendie dans une raffinerie, mais cette fois-ci en Inde. Combien en avons-nous déjà vu de cela? En tenant compte du fait que même au Mexique, aux États-Unis, en Australie, en Europe. Cette fois-ci. En Inde aussi, un incendie aurait éclaté dans la raffinerie du complexe pétrochimique Pachipara Rajasthan, au Rajasthan. Plutôt Pachipara au Rajasthan en Inde. D'ailleurs, cela un jour avant son inauguration. C'est-à-dire, on allait tout juste l'inaugurer. Le ministre Modi, le premier ministre Modi de Narendra Modi, allait venir et puis tout le complexe a pris feu là-bas. Non, peut-être pas. J'imagine qu'ils vont... Ils vont attendre que tout soit prêt, non? Pour pouvoir l'inaugurer, non? Aussi. Eh bien, ce qui attire l'attention, c'est ce moment où un avion, un Boeing 737 d'Alaska Airlines, atterrit. Là, il y a... Bon, là, on n'aperçoit pas. C'est vraiment très loin, en vérité. Mais à ce moment-là, il freine brusquement parce qu'ici, derrière, des cerfs sont en train de traverser. Des cerfs lui ont coupé la route et, eh bien, les roues de l'avion ont fini par heurter les cerfs. Aucun blessé grave n'a été signalé, mais l'incident, c'est-à-dire le freinage brusque, a vraiment fait peur aux membres d'équipage et aussi aux passagers. Évidemment, il s'agit du 737 d'Alaska Airlines qui, eh bien, a clairement laissé... Eh bien, ce freinage a laissé un mauvais souvenir, pour ainsi dire. Il a fallu effectuer une inspection de sécurité dans la zone. Tous les endroits ont évidemment dû être vérifiés pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres cerfs dans les parages. Les cerfs sont entrés sur la piste, ce qui a presque causé un accident dans cette zone. Et évidemment, les cerfs n'ont pas survécu non plus. Évidemment, non. Je ne sais pas si l'un d'eux a survécu, mais la plupart ont été écrasés par les pneus. Ce n'est pas un sujet très réjouissant. Parmi les images qui ont circulé de ces robots qui ont participé ou qui ont été utilisés lors de ce marathon de robots en Chine, un semi-marathon, eh bien, il y a cette autre image d'un robot qui avance plus tranquillement. Il se promène, il s'écarte, il salue, il commence à prendre des poses à la Bruce Lee. Nous allons le voir un peu plus tard. Il avance tout en saluant, approchant les gens qui semblent lui demander de donner un coup de pied ou de faire quelque chose. Et donc le robot essaie de satisfaire un peu le public. Il ne s'est pas mis à danser un peu. Ce n'est pas vraiment ça, c'est juste une démonstration, pas ce qu'il fait dans ce sens. Parmi les caractéristiques de ces robots, nous allons même voir des coups de pied. Vous allez voir comment ce sujet devient intéressant. Voyons si on peut le voir par là. Attendons un instant. Mais bon, c'est ainsi que se déroule ce qu'on appelle le semi-marathon de robots de Pékin, n'est-ce pas ? Eh bien, cela a montré le meilleur et le pire, parce que certains continuent à lutter, certains se regardent, c'est génial, c'est vraiment génial. Tour droit, coup de pied circulaire. Bon, un peu de tout, non ? Voilà, regarde-moi ça. Super intéressant. C'est la position classique de Bruce Lee, non ? Il lui manquait juste de le faire comme ça, non ? Eh bien, une partie des démonstrations qui sont présentées, c'est ça, et on verra de plus en plus ce genre d'événements. Pas seulement en Chine, mais ailleurs dans le monde. Pour l'instant, non. Bon, passons à d'autres points également importants. Sur d'autres sujets, la Banque centrale d'Irak dément les informations concernant une suspension des envois de dollars américains au milieu de tensions croissantes. D'après ce qui se dit, il avait été mentionné que la Banque centrale d'Irak, la BCI, a publié un communiqué rejetant ces informations et qui indiquait que les États-Unis avaient arrêté les envois de S-dollars américains en espèces vers Bagdad. Elle a démenti ces affirmations concernant le gel financier. Qu'est-ce qui circule dans les médias régionaux? Cela aussi. C'est la crainte que l'on a en ce moment à cause de la relation de plus en plus forte entre l'Iran et l'Irak. Un sujet qui, évidemment, inquiète aussi, n'est-ce pas? D'autres images de cette pluie apparaissent aussi.
cette pluie noire qui tombe là-bas à Tuapse, n'est-ce pas? En Russie à Tuapse, n'est-ce pas? Tuapse, n'est-ce pas? Eh bien, d'autres images commencent à apparaître où l'on voit ces scènes. Cela après, ces incendies. Selon les détails, le résidu sombre a recouvert des voitures, des routes, des bâtiments après une attaque de drones ukrainiens contre une raffinerie locale. Le carburant est également entré dans la mer Noire, où une grande nappe de pétrole d'environ 10 000 mètres carrés a été observée. Selon les habitants de la région, les autorités assurent que l'incendie n'a pas provoqué de pollution de l'air, d'après eux. Eh bien, imaginez-vous, n'est-ce pas? C'est le rapport des Russes. Ils disent beau que non, cela n'a pas généré de pollution dans l'air. C'est une façon de ne pas voir la réalité. Point final. C'est de la folie, non? Comment ça, il n'y a pas eu de pollution dans l'air? S'il vous plaît, voilà. Bon, c'est un peu comme ça que vont les choses. Écoutez, il y a une image qui circule et qui attire beaucoup l'attention. C'est là-bas à Teotihuacan. Oui. Où une personne monte au sommet de la pyramide et commence à tirer. Et c'est censé être super protégé, avec beaucoup de sécurité, etc. Que s'est-il passé là-bas? Apparemment, ce qu'ils disent, c'est qu'un tireur a ouvert le feu depuis la pyramide de la Lune. Rapport. Bien, voilà la personne. Ils sont fous, ils sont fous, ils sont fous, ils sont fous. Maintenant, on ne sait pas si ce sont. D'accord. Qui sait ce qui se passe là-bas, mais un tireur a ouvert le feu depuis la pyramide de la Lune. Plusieurs personnes auraient vu cette situation, selon les rapports. Que s'est-il passé à Teotihuacan? Entrons dans le détail, non? Qu'est-ce qu'on sait jusqu'à présent? Mais c'est vrai que ce sujet attire l'attention, non? Qu'est-il arrivé avec cette situation là-bas au Mexique, au centre du pays, non? Et allons dans le détail, non? Oui, on rapporte qu'il y a eu une fusillade à Teotihuacan. 2 personnes ont perdu la vie et 4 ont été blessées. Un sujet terrible. Le cabinet de sécurité a informé qu'un homme a ouvert le feu depuis la pyramide de la Lune et s'est ensuite donné la mort, selon les rapports. C'est-à-dire, la personne a commencé à tirer puis s'est donné la mort. Un sujet vraiment étrange. Ici, au Mexique, on ne voit pas ça. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans d'autres pays, non? Aux États-Unis, non? Où ils font des fusillades comme ça, au hasard, non? Sur des gens et ensuite ils se donnent la mort. C'est vraiment très étrange. Le suspect a tiré sur les touristes qui visitèrent l'endroit, tuant une femme canadienne et blessant 4 autres personnes. Le tireur s'est suicidé, selon le cabinet de sécurité. Eh bien, c'est une partie de ce qui s'est passé. L'attaque armée a commencé après-midi à l'extrémité nord du complexe architectural. Un homme qui escaladait la pyramide de la Lune, la 2e plus grande de Teotihuacan, haute de 43 mètres. Eh bien, voilà la situation. Voilà où en est cette affaire. Passons donc à d'autres sujets importants. Une autre image qui attire également l'attention est celle-ci, celle de Donald Trump. Encore une fois, il parle du fait qu'il est en train de gagner la guerre. Il affirme qu'il est en train de gagner la guerre en Iran avec une large avance et il s'en est pris à la presse. Encore une fois, n'est-ce pas? Pourquoi? Eh bien parce qu'on lui dit la réalité. On lui met la réalité en face et il n'aime pas vivre dans la réalité. Il préfère vivre dans sa propre réalité. Il affirme que tout le reste est faux, le critique et nie son existence. Malheureusement, il n'est pas seul. Beaucoup de politiciens ici en Amérique latine font pareil. Ils ne veulent sans plus être remis en question, ils ne veulent sans plus avoir à se battre avec la réalité. Simplement, tout ce qui ne leur plaît pas, ils disent que c'est faux, que ce sont des fake news et c'est tout, non? Ici au Mexique, 2 mois. Nous vous avons parlé lorsque Greenpeace alertait, il y a une fuite de pétrole dans le golfe du Mexique. 2 mois, plus de 2 mois, ils ont passé plus de 30 jours à dire que ce n'était pas vrai, que c'était des fake news, que c'était faux, blablabla et compagnie. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ils ont dû reconnaître parce que c'était évident, toute la population qui était là disait « Eh bien alors quoi? Ce pétrole, qu'est-ce que c'est? D'où ça sort? Magiquement, d'accord ?» Et ils ont dû le reconnaître après 2 mois à insister que c'était faux. Il se passe la même chose avec Trump et il en va de même pour beaucoup d'autres politiciens. Bukele lui-même et d'autres politiciens. Milei, Pedro Sanchez, tous, tout le monde. C'est-à-dire, tous les politiciens n'aiment tout simplement pas qu'on les remette en question, n'est-ce pas? De gauche, de droite, peu importe. C'est-à-dire, on les remet simplement en question si, eh bien, voilà, non, tout simplement, non. C'est ça le problème en ce moment, ils n'aiment pas voir la situation. Ce que l'on vit, si c'est contraire, eh bien, souvent ce n'est même pas de leur faute, c'est-à-dire, ce n'est même pas leur faute, bien souvent, ce qui se passe sur certains sujets. Et malgré tout, s'ils ne sont pas dans l'agenda qu'ils veulent imposer, non? Eh bien non, ce n'est pas valable, non? Eh bien, ça continue d'arriver. Cette fois-ci, Donald Trump affirme que, eh bien, le Wall Street Journal, qui d'ailleurs est un journal de droite, mais qui le critique aussi. Évidemment, il affirme que c'est presque éteint. Il dit, heureusement, selon eux, le Washington Post, etc., n'est-ce pas? Dans laquelle il affirme, Silena, ces médias, imaginez, ils disent « Nous sommes en train de perdre la guerre ». Selon eux, c'est-à-dire, dit Trump, si tu regardes le New Times, le Wall Street Journal, le Washington Post, c'est-à-dire tous les médias les plus importants, il dit « Eh bien, il semblerait qu'ils sont en train de perdre la guerre », dit-il. C'est-à-dire, il croit qu'ils sont en train de la gagner. C'est ça le point, non? C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'ils gagnent les batailles qu'ils gagnent la guerre. Tu peux gagner toutes les batailles, 100% des batailles, comme c'est pratiquement arrivé au Vietnam, où ils ont gagné pratiquement toutes les batailles, mais alors, qui a perdu la guerre? Je veux dire, c'est un exemple, non? Mais évidemment, ce n'est pas le seul. Je veux dire, il y a aussi l'Ukraine et la Russie, non? Qui, eh bien aussi, n'est-ce pas? Ou bien tu peux gagner la majorité ou une bonne partie des batailles, mais ça ne veut pas dire que tu gagnes la guerre, non? Bon, d'ailleurs, ce n'est pas une guerre, n'est-ce pas? Officiellement, c'est une opération. Ce n'est pas une guerre du point de vue légal pour les États-Unis. Évidemment, ce n'en est pas une, je veux dire, mais on sait déjà comment ça se passe. Attention, dans toute cette affaire, il y avait aussi une baleine qui était échouée dans la Baltique depuis environ 3 semaines. Ils ont enfin réussi à la libérer. La baleine à bosse qui était échouée depuis 3 semaines sur la côte allemande de la mer Baltique, dans la baie de Wismar, dans l'état fédéral de Mecklenburg, a recommencé à nager aujourd'hui. Elle s'est libérée, apparemment, non pas grâce à de l'aide, mais par ses propres moyens, apparemment. L'eau est montée un peu et cela a suffi pour que la baleine puisse se libérer de la zone. Eh bien, cela faisait déjà un moment qu'on attendait cette situation. Maintenant, on commence à voir un peu ce qui s'est passé à ce sujet, n'est-ce pas? Passons à d'autres sujets. Comment allez-vous? Salutations à Marcella. Comment allez-vous, Marcella? Quel plaisir de te voir. Marcella dit que Trump ne convainc plus, la guerre continue sans solution, selon Marcella. Pour l'instant, on ne voit pas de stratégie. C'est ça le problème. Si tu n'acceptes pas les critiques, c'est difficile, non? Eh bien non, tu vois, ça ne se passe pas comme on le pensait, mais on va faire ceci, on va faire... Je ne sais pas, n'est-ce pas? Je ne sais pas, le point c'est qu'on ne peut pas l'éviter. Au moins, de son point de vue, si on ne lui dit pas ce qu'il veut entendre, eh bien, tu es déjà contre lui en gros, non? C'est le classique. MT, comment ça va? Salutations. Il dit oui, pareil, il y a la présidente du Mexique. Il dit comment ça va? Elle n'aime pas, n'est-ce pas? Elle n'aime pas qu'on la questionne, non? Blanca Barcelone, comment vas-tu? Blanca Barcelone, un grand bonjour. Carlos Martinez, comment vas-tu? Un grand bonjour. Ruth Zambrano, comment vas-tu? Un grand bonjour aussi. Merci beaucoup pour ton commentaire. Sébas aussi, il dit l'Espagne n'a pas de pétrole. Il dit Sébas, salutations, Sébas. Très bien, n'est-ce pas? Bien sûr. Qui a dit qu'il n'y a pas de pétrole? Il dit salutations à propos des robots. Donc il y aura déjà des robots, mais dans les guerres contrôlées comme... imagine, non? C'est qu'ils avancent vite sur ce sujet, non? Il demande comment va Carlos Martinez? Salut? Comment ça se passe là-bas? Et à toute la communauté, eh bien, merci de partager, vraiment. Merci de liker. C'est vrai que tous les réseaux ont été très bizarres en ce moment, non? C'était vraiment, vraiment curieux, non?
L'Espagne possède surtout des raffineries, pas vraiment de pétrole, n'est-ce pas? C'est le point. Ils ont aussi des réserves prouvées d'environ 150 millions de barils, ce qui veut dire que ce n'est pas non plus énorme, non, ce n'est pas beaucoup. C'est-à-dire ce n'est pas comme si... Bon, il y a du pétrole, mais il n'y en a pas non plus en excès, non? Voilà, c'est aussi la réalité, non? Mais il y en a suffisamment pour, soutenir les autres pays, non? En résumé, donc, ce n'est pas forcément un pays pétrolier, mais il y a quand même cette zone de Burgos, non? C'est comme ça qu'elle s'appelle, non? C'est essentiellement là qu'ils importent une bonne partie, non? Cela couvre la demande. Ils disposent de réserves stratégiques. Il me semble que ce sont ces 150 millions de barils, ce qui n'est pas non plus énorme, honnêtement, mais ça aide. Ils disent avoir des réserves pour environ 3 mois, ce qui est bien plus que la plupart des pays asiatiques, voire européens. Par exemple, l'Europe, le Royaume-Uni, qui est un pays riche, très puissant, tout ce que tu veux, n'a pas ces réserves. Donc je veux dire, en comparaison, ils en ont, non? Ils ont un peu de pétrole. Pas en excès. Ce ne sont pas des pays comme le Qatar ou autres, bravo, évidemment non. Ou le Japon, même le Japon. Ils disaient qu'ils en avaient un pour 1 an, et après ils ont dit qu'ils en avaient un pour 6 mois. Je ne sais pas combien ils en ont, mais le Japon s'en sort très bien. On ne l'a pas vu ces derniers jours. Regardez comment va le Nikkei, il se porte vraiment très bien. Regardez, ça c'est le Nikkei. Voilà, regardez, tout simplement. Maintenant, je pense qu'il s'en approche. Voyons voir s'il a dépassé. Regarde, ici c'était le 28 février. Oui, voyez, il a déjà dépassé son niveau d'avant, non? Je pense que l'effet de la guerre est déjà surmonté. Attends, laisse-moi voir si on peut mettre ici le... Non, c'est pareil, c'est au même point. Ah, incroyable. Voyons si on peut le voir là. Je crois que ça n'a pas été dépassé. Regardons ça d'un peu plus près. On va l'étendre un peu, parce que c'est comme ça qu'on peut voir le graphique à quel point, bon, c'est vraiment minime, mais ça l'a déjà dépassé. Regardez, c'est là que ça a clôturé, il y a combien de temps? Ceci, c'est aujourd'hui, ça, c'est vendredi. Vendredi. C'est-à-dire, vendredi, ça a déjà clôturé au-dessus. Là, c'est vraiment rien du tout, non? Presque rien. Voilà, regardez. Si vous regardez, le 26 février, juste avant la guerre, ça a commencé à baisser. Et puis avec la guerre, c'est tombé encore plus. Le Nikkei. On parle du Nikkei. Désolé, je ne l'avais pas précisé. Mais là, on voit que c'est un tout petit peu au-dessus. C'est à peine au-dessus du prix où il était avant que la guerre ne commence. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a une récupération complète. Completa. C'est-à-dire là où il était. Ce n'est pas qu'il y ait un gain non plus, mais disons que tout ce gros problème, toute cette perte pour le Nikkei, c'est déjà résolu et avec une tendance à la hausse. Avec une tendance à la hausse. Alors, ça veut dire que mes respects, ça passe à l'attaque. Si c'est dans ce sens, selon ce qu'il a dit ou fait en interne, comme je n'ai pas trop suivi ni eu le temps, il doit quand même faire du bon travail. Parce que ça, évidemment, ça génère un effet. Je veux dire, ce n'est pas forcément elle, n'est-ce pas? Ça peut être juste indirectement, mais au moins, ça inspire confiance. Si la réaction avait été marquée par la méfiance, ça serait tombé. Il doit aussi y avoir d'autres facteurs comme les réserves, non? C'est un travail aussi de plusieurs années de prévention, de préparation, d'investissement. C'est-à-dire, au final, c'est un pays qui, en théorie, aime beaucoup se préparer pour l'avenir, non? C'est-à-dire, ils sont très prévoyants à cet égard et ça a un effet très positif. C'est là que tu vois une économie puissante. Mais voyons, regardons la Corée. Je crois que la Corée c'est pareil, c'est-à-dire la Corée c'est presque la même chose. Voici la Corée. La bourse de Kospi, l'indice Kospi, c'est Kospi. La Corée, regardez, pas mal non plus. C'est-à-dire c'est la même tendance, non? Les marchés doivent voir quelque chose de positif. Peut-être que ce n'est pas seulement le Japon. Voyons, regardons la Chine. Voilà, c'est ici. Voici la Chine, regarde. C'est-à-dire, la Chine n'a pas récupéré autant, mais ce n'est pas mal non plus. C'est-à-dire, ça c'est celle de Shanghai. Voyons celle de Hong Kong. Laissez-moi vous dire ça vite fait. Voyons si je l'ai. Selon moi, je l'ai par ici. Voici celle de Hong Kong. C'est moins, la reprise est moindre, elle n'est pas si forte. Là, on la voit. Mais ils sont aussi déjà en train de se remettre, même s'ils sont loin d'être là où ils étaient, avant la guerre, disons, vers février. Tout cela, c'est février. Le 28 février, c'est ça. C'est le 28 février, et ici, la guerre commence. Et ils sont déjà en train de récupérer presque en même temps, presque au même niveau qu'ils étaient morts pendant la guerre.
Cette chute, donc, c'est cette partie-là. Mexique, simplement Mexique, tranquillement. Regardez, le Mexique s'est déjà remis, même avant l'Asie. Ici, c'était le 28. 28, allons au 28. Ici, c'est la guerre. À ce moment-là, il y a la chute après la guerre, la reprise commence vers le 25 mars. Les marchés se redressent et la tendance est très similaire à celle des marchés asiatiques. Je pense que tu sais, c'est une tendance plus ou moins globale, non? D'après ce que je vois. J'imagine qu'on devrait donc le voir sur le Nasdaq. Voyons voir si les entreprises technologiques des États-Unis. Regarde, en fait, ils ont eu une chute avant. Cette chute a eu lieu début février, vers le 3 février. Regarde, le 3 février, ça a chuté. Pour d'autres raisons, pour d'autres choses, ça a chuté. Je ne m'en souviens plus. Il nous arrive tant de choses que je ne retiens pas les détails. Voyons si quelqu'un se rappelle de quelle chute il s'agissait début février. Il y a eu là une série de controverses avec les IA et tout ça à ce moment-là, mais je ne me souviens plus exactement de ce que c'était. Et ce n'était pas une grosse chute, non? Et ensuite, la reprise n'arrive qu'autour du 24. Eux, ils se sont remis avant la guerre. La reprise commence pendant la guerre, qui ne les a pas affectés, comme si de rien n'était. Ce passage pendant la guerre pourrait être cela. Oui, c'est possible, mais honnêtement, non, je n'y crois pas, sincèrement. Non, ils ne sont même pas partis à la guerre. Ce sont des entreprises technologiques, pas des industries traditionnelles. Ils ont frappé les centres de données et serveurs là-bas, notamment Amazon, mais cela ne semble pas les avoir vraiment affectés. Je pensais que oui, mais non. Du moins pas aussi visiblement, non? Peut-être Amazon directement, mais ici, il n'y a pas Amazon, seulement des entreprises technologiques. De tout type, non? Je veux dire de Google ou... Comment ils s'appellent sur Facebook? Enfin, Meta. Ils sont comme Meta et... Il y a Nvidia, il y a les entreprises de jeux vidéo, il y a toutes ces entreprises. Donc bon, non, on dirait pas que ça les ait vraiment beaucoup affectés. Et bon, voilà où on en est. On va dire, avant de partir, où en est le pétrole avant de passer aux commentaires. 94,96. C'est-à-dire que le pétrole est tout en bas. Il a à peine un peu augmenté, il était à 91. Il reste au-dessus de son niveau de vendredi. Mais il laisse monter jusqu'à 97,89 aujourd'hui. C'est-à-dire, oui, ça a bien monté et maintenant c'est redescendu à 94,98, donc ça a augmenté et maintenant ça redescend. Donc dans ce sens-là, il faut aussi un peu de patience, non? On va voir ce qui va se passer demain mardi, jour de l'ultimatum. L'ultimatum est déjà là. On ne ressent même pas ça comme un ultimatum. Il y en a déjà eu tant, un de plus ne change rien. Salut. Comment va José? Bonjour à tous, merci beaucoup. Comment va Francisco Ars? Un grand salut aussi sur Rublox, quoi de neuf? Il est dit qu'un empereur a accusé les Juifs de son mauvais gouvernement au 1er siècle. Comment va Carlos Martinez? Salutations. Et Talo, comment vas-tu? Un grand salut aussi à toute la communauté. Salutations. Bonjour à tous, merci d'être membre de la chaîne. D'ailleurs, la communauté qui est membre, merci beaucoup pour ce soutien. Dans la description de la chaîne, il y a plusieurs façons de nous soutenir avec l'adhésion. Vous savez déjà comment vous pouvez soutenir cette chaîne d'information. Merci beaucoup. Nous reviendrons bientôt avec d'autres informations importantes. Voyons comment se passe la mise à jour d'aujourd'hui, lundi. Portez-vous bien. À bientôt.